Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette dernière présentation de la matinée. Je vais mixer machine learning et architecture. Je vais essayer de vous proposer un talk dans lequel on va passer du POC, du projet Kaggle, à quelque chose qui pourrait effectivement tourner en prod. Alors, je m'appelle Marie-Alice Blett. Je travaille chez Worldline. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Worldline, c'est une société qui fait du paiement. Donc si vous utilisez votre carte bleue de temps en temps, il y a de fortes chances que ça passe par nos services. Et je suis dans une équipe de R&D qu'on appelle Labs, qui est spécialisée en intelligence artificielle. Dans mon équipe, il y a des data scientists, des chercheurs, des experts en intelligence artificielle, des docteurs qui font des publications, des choses comme ça, des brevets. Et puis il y a moi. Moi, comme vous le voyez, j'ai un profil plutôt dev. Dans la salle, est-ce que juste en levant la main, est-ce que vous êtes plutôt data scientist? Ok, pas beaucoup. Et plutôt dev? Ok, c'est bon. Bon, du coup, je m'excuse d'avance auprès des data scientists parce qu'on va être un peu biaisé peut-être. Alors, ce que je vais vous présenter, j'espère que vous allez vous reconnaître dedans si vous travaillez dans une équipe mixte comme moi ou si vous travaillez avec des data scientists au quotidien. Je vais vous présenter les deux personnages qu'on a vus dans la slide d'avant. Je vais les garder tout au long de mon talk. Ils sont fictifs, bien entendu, mais j'espère que vous allez reconnaître des situations que vous avez vécues. Alors, un petit peu de contexte. Notre data scientist, quand il travaille, bon, déjà, généralement, il utilise un notebook. Les data scientists aiment bien les notebooks. Et puis, il fait ses expériences, il crée ses modèles. Et puis, il y a un moment, ça y est, il a trouvé, il pense qu'il a un modèle qui a une bonne performance, qui répond à ce qu'on lui demande de faire. Et il dit, voilà, c'est bon, j'ai fini, mon modèle, il marche. Il appelle notre dev, et notre dev, il dit, voilà, j'ai fini, maintenant c'est à toi de jouer, on va déployer ce modèle. Et la dev, elle regarde le notebook, elle dit, mais je vais pas aller loin avec ça. Donc, l'idée, c'est ça, on va construire une solution brique par brique. On va faire des espèces de diagrammes d'architecture. Alors, architecture très haut niveau. J'ai un collègue qui appelle ça de l'architecture en patates. Donc voilà, on va faire des patates. Je ne vais pas donner de nom de framework ou de nom de solution technique. Ça serait plutôt à adapter selon ce que vous utilisez, ce que vous connaissez. Et puis on sera content à la fin parce que ça aura marché. Voilà, donc au programme, on va avoir des définitions, un petit objectif, et on va faire des solutions sur lesquelles on va itérer. Voilà, solution 1, 2, 3, 4, et puis on va s'arrêter là parce que ça sera déjà pas mal. Et puis, pardon, on va essayer de conclure. Alors, donc les définitions, juste petit rappel de vocabulaire, on a la partie entraînement et la partie inférence dans le cycle de vie d'un modèle d'IA. La partie entraînement, très grossièrement, c'est ce qui concerne le data scientist, bien sûr je caricature, hein. Et la partie inférence, c'est ce qui concerne notre dev. Donc l'entraînement, on va donner à notre modèle un ensemble de données sur lequel il va apprendre, et puis à la fin on aura un modèle qu'on appelle un modèle entraîné. J'ai dit que je travaille dans une société qui fait du paiement. Je parle de machine learning. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec du paiement et du machine learning? Voilà, détection de fraude, clairement. Donc, là-dedans, nos données, ça va être des transactions bancaires qui vont être labellisées fraude, pas fraude, fraude, pas fraude. Et notre modèle, il va détecter, il va apprendre des patterns, il va apprendre à quoi ressemble une transaction frauduleuse pour pouvoir le détecter ensuite. Et ça, justement, c'est la partie inférence. On va être capable de lui donner une nouvelle transaction qu'il n'aurait jamais vue, qui a des nouvelles caractéristiques, et lui, même s'il ne la connaît pas, il va être capable de donner une prédiction, de dire non, c'est pas une fraude, ou au contraire, oui, oui, c'est une fraude. Donc là, on est
première phase, c'est la création du modèle. Deuxième phase, c'est le déploiement du modèle. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est justement ça, cette partie-là, la partie déploiement du modèle, où on l'utilise, on va dire, dans la vraie vie, juste, voilà, pas pour faire des tests dans un notebook. On appelle ça aussi le model serving, c'est peut-être un terme que vous avez entendu. Donc, model serving, c'est simplement transformer le modèle en service. Donc ça, on a vu. Notre objectif, donc juste pour qu'on se mette d'accord sur les bases, notre point de départ, c'est ça. C'est ce modèle qui a été créé par le data scientist, il est entraîné, il est sérialisé. Donc sérialisé, ça veut simplement dire qu'il est sous forme de fichier quelque part, que notre data scientist a pu le transférer voilà, sous forme de fichier. Et puis, notre point d'arrivée, c'est ça, c'est le modèle packagé dans un web service qui prend en entrée une transaction si on fait la détection de fraude ou un item quelconque si on fait autre chose, et en sortie, il va donner une prédiction. On appelle ça, donc ce fonctionnement-là, c'est un pattern en architecture, on aime bien les patterns, donc ça c'est un pattern qui s'appelle Model as a Service ou Model as Service. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et un point important aussi, c'est qu'on ne veut pas que ce web service il soit spécifique à ce modèle. Si j'ai un autre modèle un jour, j'ai pas envie de devoir tout casser et de devoir tout recommencer. Parce qu'on sait bien que les données évoluent, les techniques évoluent, forcément, mon modèle va changer à un moment ou à un autre du cycle de vie du projet. Donc voilà, donc j'ai mon modèle sérialisé entraîné, et puis avec notre data scientist, on va comme se mettre d'accord, on va dire, enfin moi, le dev, enfin, je dis moi, vous avez peut-être compris que la dev en question, c'est moi. Donc, la dev fictive va dire au data scientist, bon, j'ai besoin quand même de quelques infos, est-ce que tu peux me faire un README avec voilà, quel framework utiliser, comment ça se passe, comment je fais l'inférence avec ce modèle, etc. Aussi, on va se mettre d'accord sur le langage quand même, sinon ça devient un peu trop compliqué. On va dire on fait du Python. Alors moi, j'ai fait 10 ans de dev Java avant, maintenant je fais du Python, c'est la vie. Et puis par contre, je ne vais pas lui donner de contraintes, le dev ne va pas lui donner de contraintes pour le framework, les données. Et puis de manière générale, pour moi, ce modèle, c'est une boîte noire. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, parce que déjà, je ne suis pas sûre que je peux bien comprendre. Et voilà, surtout, je ne veux pas qu'il y ait une adhérence entre le contenu de mon modèle et le web service que je vais créer. Donc, on est enfin à l'objectif. Enfin, pardon, on va enfin commencer à construire une solution. Cette intro a pris du temps, je suis désolée. Donc, pour la solution 1, on a notre modèle, on veut faire un web service. La première idée qu'on a, forcément, c'est de rajouter une API devant. Donc là, pas trop de surprise. Voilà, donc je vous ai dit qu'on faisait des patates, donc voilà à quoi ressemblent mes patates. Donc on va créer une API comme ça, on va lui mettre un point d'entrée qui va être un post predict avec un payload, la donnée qu'on veut lui envoyer, donc par exemple une transaction, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le connecter au modèle. Alors, moi ce que je vous propose, c'est quelque chose que j'ai appelé le wrapper. L'idée, c'est simplement de packager le modèle de façon à avoir un contrat d'interface pour les modèles, pour la suite de la solution. Donc, mon wrapper, il me permet d'avoir un seul point d'entrée, par exemple, predict avec data. Et à l'intérieur, en fait, ça peut changer. Mais on a bien ce contrat d'interface pour le reste du projet. Par exemple, si je décide de le faire en Python, si vous faites du Java, vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir comprendre. Donc, initialize, on crée une petite fonction d'initialisation qui va simplement charger le modèle. Donc là, dans le README, j'ai vu que le data scientist m'a dit que le modèle est sérialisé avec joblib. Donc pour le désérialiser, je vais aussi utiliser joblib, ça va donner quelque chose comme ça. Et pour la fonction predict, il me dit, c'est ça la syntaxe, le framework, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle la fonction de prédiction. Ok, donc mon wrapper, il va ressembler à ça. Et puis si demain mon modèle change, s'il est sérialisé avec autre chose, ou s'il y a un autre framework, une autre librairie, ça va donner quelque chose comme ça. Comme vous voyez, mon initialize et predict, la signature n'a pas changé. C'est toujours
le même contrainte d'interface est respecté, même si j'ai changé le framework. Ça, c'est un exemple en Python. On peut voir ce qui est fait ailleurs, par exemple chez Google Cloud, donc chez GCP. Si vous voulez déployer un modèle custom, par exemple, vous allez devoir le faire avec un conteneur Docker qui aurait un serveur HTTP. La commande, ça serait quelque chose comme ça. Donc on fait Google Cloud modèle upload, plein de paramètres pour dire voilà, c'est ça le modèle, etc. Et puis tout à la fin, il y a ça. Donc en fait, on va donner le point d'entrée pour utiliser ce modèle. Et donc cette ligne-là, c'est ce qui permet de définir mon petit point jaune dans le schéma là. Donc c'est un peu le même principe. Cette fois-ci, c'est fait avec un conteneur Docker. De mon exemple précédent, c'était avec du Python, mais l'idée est quand même là. C'est voilà, de packager mon modèle dans autre chose et de pouvoir l'appeler simplement depuis mon API. Donc voilà, et ça permet de changer facilement le modèle sans avoir à tout réécrire. Donc là, voilà. Donc pour rappel, le point d'arrivée qu'on voulait, c'était ça, notre web service, input prédiction et le modèle. Et notre solution 1, elle ressemble à ça. On a respecté le contrat. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de simple qui peut tout à fait marcher pour vous. Maintenant, on va rajouter, on va critiquer un peu cette solution, et notamment d'un point de vue charge. Alors, imaginons que mon modèle, ils sont un peu lents, ils prennent 10 secondes pour s'exécuter, et qu'en entrée, vous ayez besoin, votre API, elle est sollicitée toutes les secondes. Toutes les secondes, il y a quelqu'un qui a besoin d'une prédiction du modèle. Là, vous avez un problème. Vous n'allez pas être capable de répondre à 9 requêtes sur 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en mettre plusieurs en parallèle. Dans mon exemple, on en met 10. Et là, il y a des chances que ça marche. Sauf que, bien sûr, je pense que vous en doutez, si jamais la charge varie, si tout d'un coup ça augmente, on a quand même un risque de denial of service. On a un couplage entre l'API et le modèle, et puis finalement, on a un petit problème de responsabilité parce que l'API, là, elle fait aussi load balancer entre les modèles nodes. Donc c'est pas tout à fait l'idéal. Si, encore une fois, vous avez une charge très constante, que chez vous, voilà, il n'y a aucun de ces points-là qui vous pose problème, peut-être que ça peut marcher. Mais c'est risqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quand on veut découpler deux éléments, il y a une solution un peu standard, c'est le message broker. Donc, message broker, il faut simplement voir ça comme une file d'attente. Notre API, au lieu d'interroger directement le modèle, elle va mettre ces messages dans une file d'attente. Et là, j'ai pas spécialement envie que ce soit le wrapper ou le modèle qui les récupère, parce que c'est pas leur responsabilité. Le but du wrapper, c'est de faire l'interface avec le modèle, c'est pas d'interroger message broker. Donc j'ai rajouté un petit composant au milieu, une nouvelle patate, qu'on peut appeler l'event processor. Donc lui, son rôle, c'est simplement d'interroger la file d'attente, de récupérer l'item ou la transaction et de le passer au modèle. Alors, là, si vous regardez bien, vous vous rendrez compte que quasiment toutes mes briques, là, elles font passe-plat. Le message, il passe dans l'API, il passe dans le message broker, il passe dans l'event processor sans qu'il se passe grand-chose. Et finalement, il n'y a que le modèle qui fait voilà, vraiment quelque chose. Ça fait quand même beaucoup de briques pour faire passe-plat, mais c'est important. Et puis, pour le retour, on fait pareil. On met une file d'attente pour le retour. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. On n'a plus le problème de couplage, on n'a plus le problème de responsabilité. On n'a plus de problème de denial of service. Peut-être qu'on va pas pouvoir répondre à tous les messages, mais mon API elle va être capable de dire j'ai pas eu de réponse à temps, donc voilà, vous n'avez pas de réponse, mais il n'y aura pas d'erreur. Notre solution 2, la voilà, on est content. Donc maintenant, solution 3. Si je rajoute une contrainte, donc je t'ai dit que moi je faisais de la détection de fraude. Ça, en général, ça se passe quand vous mettez votre carte bleue dans le lecteur ou alors quand vous entamez un paiement sur un site web. La détection de fraude, elle va se faire à ce moment-là. Et là, il ne faut pas que ça dure 3 plombs parce que sinon, vous allez dire que le lecteur ne marche pas ou vous allez annuler votre transaction.
Et le marchand ne va pas être content, et puis vous non plus, parce que vous n'aurez pas eu votre produit. Donc il faut que ça soit extrêmement rapide, généralement en quelques millisecondes. Donc si on rajoute cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait une contrainte de débit et à la fois de latence. Pour le débit, on peut commencer par faire de la scalabilité. Donc simplement, comme tout à l'heure, on va mettre tous ces éléments, enfin plusieurs modèles en parallèle, comme ça. Grâce au message broker, ça pose pas de problème. Tous ces modèles, tous ces event processors, ils vont juste simplement interroger la même file d'attente et ça va marcher. Alors, donc ce que je vous ai dit là, le modèle, l'intelligence, elle est seulement dans le modèle. Tout le reste, ça fait que passe plat. Donc c'est pas ça qui va être le point ou le nœud qui va prendre du temps. Donc commencer par scaler ça, mettre plusieurs modèles en parallèle, c'est la bonne solution. Après, si jamais vous avez énormément de charges, vous pouvez aussi scaler message broker, scaler l'API, mettre un autre balancer. Puis il y a quand même un moment où en fait, vous allez arriver à les limites de ce que peut faire une API REST, et dans ce cas-là, il faudrait faire du streaming, mais là, c'est une autre histoire. Nous, on va rester sur notre API REST. Donc là, grâce à l'architecture qu'on avait fait en solution 2, en fait, on se rend compte que c'est pas très compliqué de pouvoir scaler tous les composants indépendamment et de pouvoir tenir la charge. Par contre, pour la question de la latence, on va être un peu coincé. Déjà, vous pouvez essayer d'optimiser tout ce que vous voulez, prendre des frameworks qui vont très vite, utiliser un langage qui va très vite. Si votre modèle il prend des heures, jamais vous allez pouvoir... voilà, si vous avez un modèle qui prend 10 secondes et vous devez répondre en moins d'une seconde, ça ne va jamais marcher quoi que vous fassiez. Donc là, peut-être qu'il faut parler aux data scientists. Mais vous pouvez faire peut-être quelques optimisations. Par exemple, mettre un timeout entre le moment où l'API, donc quand l'API reçoit le message, elle sait qu'elle doit de toute façon répondre en moins d'une seconde, par exemple. Ça ne sert à rien qu'elle attende une réponse dans le prediction queue indéfiniment. Vous pouvez mettre un timeout, ça libère un thread. Voilà, c'est une petite optimisation qui peut être quand même assez utile. De l'autre côté, c'est pareil. Si, imaginons que vous avez mal dimensionné votre système, vous avez énormément de messages qui arrivent et votre file d'attente, elle est remplie à ras-bord, peut-être que ça ne sert à rien de processer un message qui arrive, qui a été reçu il y a 10 minutes, alors que de toute façon, c'est trop tard. Donc pareil, on ne l'envoie pas au modèle, on gagne du temps. L'idéal, ça serait de le mettre dans une dead letter queue. Je ne sais pas comment on dirait en français, je ne sais pas si ça se traduit vraiment, une file d'attente de lettres mortes, oui, si ça doit exister. Donc ça c'est la bonne pratique, comme ça au moins vous ne les perdez pas. Peut-être que vous pourriez avoir un système qui les retraite après, pendant la nuit par exemple. Mais un timeout ici aussi, ça c'est clairement une bonne optimisation. Vous pouvez aussi réfléchir au modèle FIFO de la file d'attente. Voilà, si vous avez tellement pris de retard sur la file d'attente qu'elle est surchargée, si vous prenez tout le message dans l'ordre, peut-être que le temps que vous dépilez ceux du début, en fait, dès que vous arriverez, voilà, vous serez toujours en retard et vous n'arriverez jamais à rattraper le retard. Donc peut-être que, suivant votre use case, il y a peut-être une gestion de priorité à faire, des choses comme ça. Donc ce que j'ai dit, voilà, de toute façon, c'est dépendant du modèle. Donc se concerter avec l'équipe de data scientists, ça peut être intéressant. Par exemple, au moment dans son notebook où il compare ses modèles et il dit voilà, ça c'est la bonne solution parce que ce pression recall il est bien, le training loss c'est bien, etc. Peut-être qu'il pourrait aussi utiliser l'inference latency, donc le temps d'inférence, pour dire ok, ce modèle il est génial, il me répond toujours fraude quand c'est une fraude, pas fraude quand c'est pas une fraude, mais par contre il est beaucoup trop lent et on ne pourra jamais l'utiliser. Ça c'est bien de le savoir en amont, plutôt que d'en se rendre compte au moment où on est en train de déployer le modèle. Donc notre solution 3, elle ressemble à ça. On a mis des choses en parallèle dans tous les sens, on a fait des petites optimisations, on a mis un load balancer. Ça commence à devenir un petit peu lourd, mais ça répond bien à nos contraintes.
Alors, juste pour la suite des schémas, je vais enlever tout ce qui est parallélisation et load balancer, mais vous avez compris que c'est possible. Donc, notre solution 3, on l'a vu. Maintenant, la solution 4. Alors, il y a une hypothèse que j'ai faite depuis le début, qui est assez énorme, mais que j'ai un peu glissé sous le tapis, c'est que la data fournie par l'API, c'est la data attendue par le modèle. Alors ça, c'est le rêve. Le rêve, c'est ça, voilà, tout va bien. Sauf que la réalité, c'est très souvent ça, parce que le modèle, les données ont évolué, le modèle, le data scientist a fait des traitements sur les données qui n'ont pas été répercutés en amont. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc, en effet, en machine learning, on fait très souvent du feature engineering ou du pre-processing, c'est-à-dire qu'on va améliorer, on va transformer les données qu'on reçoit en entrée. Donc, pour la création de features, par exemple, on peut faire des features dérivées. Donc, si j'ai une transaction en entrée qui a une date, un montant et une IP, je vais rajouter des informations, par exemple le jour de la semaine. Peut-être qu'il y a plus de fraude le lundi que le dimanche, parce que le dimanche, même les fraudeurs sont en week-end. On peut mettre les montants en euros, extraire le pays de l'IP, etc. Donc ça, c'est des informations qu'on va rajouter. Ça, ces traitements-là, moi, personnellement, je pense que c'est quand même une bonne idée de ne pas forcément les mettre dans le modèle. Le data scientist peut le faire dans le modèle, donc ça peut être inclus dans le modèle. Par contre, ça veut dire que dès que votre API elle va changer, dès que votre donnée d'entrée va changer, vous allez devoir adapter le modèle. Alors que en fait, le modèle en lui-même, il ne change pas, c'est seulement les données. Donc moi, je préfère séparer la partie modèle de la partie traitement de données et la partie pré-processing. On peut aussi faire des agrégations. Donc ça va être introduire une notion d'historique. Donc par exemple, là j'ai mes transactions. J'ai une transaction courante, celle que je suis en train de détecter fraude ou pas fraude, et je vais calculer la moyenne des montants sur les dernières 24 heures, la dernière semaine, les derniers mois, ce que vous voulez. Et je vais le rajouter comme information à ma transaction courante. Comme ça, le modèle, il aura une idée. Voilà, ça va l'aider à détecter des patterns, à détecter des anomalies, par exemple, si tout d'un coup, il y a plein de transactions qui se font, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, ce que j'ai dit, ça, je préfère pas le mettre dans le modèle, je préfère l'extraire. Pour moi, c'est spécifique au modèle, donc ça va être dans le wrapper. Donc, dans mon wrapper, j'ai mon initialize, mon predict. Je vais rajouter une méthode pré-process qui, elle, va faire tout ce qu'il faut faire de compliqué pour rajouter les nouvelles features, les nouvelles informations que je veux rajouter à ma transaction. Il y a un petit détail, c'est que donc faire ça, faire des agrégats, ça veut dire qu'on a besoin d'un historique. Qui dit historique dit forcément base de données. En tout cas, ça veut dire que c'est la solution standard. Et donc, du coup, il va falloir la rajouter, la base de données, sur ce schéma-là. Comment je vais faire? Hop, je la rajoute ici. Quand je reçois une transaction en entrée, une donnée en entrée, je la mets dans ma base de données et aussi dans mon message broker. Le message broker, ça va aller vite. Dans la base de données, ça peut être un peu plus lent, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit disponible au moment où je récupère la transaction suivante. Comme ça, hop, mon modèle, il peut le récupérer. Donc le schéma, c'est le même, il y a juste cette base de données qui s'est rajoutée. Ça rajoute un petit problème, c'est que potentiellement, les agrégations, c'est une opération qui sont coûteuses. Parce qu'on va en faire beaucoup, on va en faire régulièrement, et donc, pour remédier à ça, très souvent, ce qu'on fait, c'est on ajoute un cache. Alors là, on commence déjà à avoir beaucoup de techno dans notre schéma. On va peut-être éviter d'en rajouter, donc peut-être que le cache, on peut le faire avec la base de données, on peut le faire avec le message broker, on peut le faire en mémoire ou ce que vous voulez. C'est pas très important. On va pas changer l'architecture pour ça. Par contre, c'est peut-être quelque chose à avoir à l'esprit. Et puis, ça a un autre impact, c'est sur la performance du modèle. Parce qu'en effet, à partir du moment où on utilise un cache, il y a des chances que les données, l'agrégation qu'on est en train de calculer, elles ne soient pas tout à fait exactement à jour. Et donc, les résultats que promettait le data scientist, ils ne seront peut-être pas
exactement les mêmes que ceux qu'on obtient quand on le déploie réellement. Donc encore une fois, peut-être qu'il faut parler avec le data scientist à ce moment-là, pour lui dire que s'il fait des agrégations dans tous les sens, ça risque d'être compliqué si on a des contraintes de performance de point de vue latence et débit. Et donc, il y a une cohérence à faire aussi entre le pré-processing de la donnée en batch, parce que lui, il traite les données en batch. Donc peut-être que ces agrégats, il les a fait du lundi au lundi, par exemple, s'il fait des agrégats sur une semaine, alors que nous, on le fait au fil de l'eau. Donc il y a aussi ce point à prendre en compte. Voilà, donc notre solution 4, elle ressemble à ça. Je n'ai pas remis tout ce qui était scalabilité, mais vous l'avez en tête, c'est toujours possible. On arrive à la fin, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Donc je vous ai parlé de Google Cloud, pour l'équité, on va regarder ce qui se passe chez Amazon. Chez AWS, ça c'est peut-être le schéma, vous avez sûrement déjà vu ce schéma si vous vous intéressez au déploiement de modèles chez Amazon, c'est le standard. On a l'utilisateur qui interroge une API Gateway, il y a une lambda, une fonction lambda, et ensuite derrière, il y a un SageMaker endpoint. Si on compare par rapport à notre solution, l'API Gateway, on l'a fait. Le SageMaker endpoint, en fait, c'est tout à fait ce qu'on a fait aussi avec notre wrapper et notre contrat d'interface, c'est la même chose. La lambda, c'est pas exactement un message broker. Par contre, c'est un peu la même idée de vouloir découpler les deux. On n'a pas notre API qui veut interroger directement le endpoint. Donc là, on est tout à fait en cohérence avec ce qu'a fait Amazon. Si vous cherchez un peu plus loin sur Amazon, sur leur blog par exemple, vous trouverez des schémas aussi comme ça. Alors vous voyez rien, c'est normal. Il y a juste, voilà, donc ça c'est un autre exemple pour déployer des modèles et utiliser des modèles de machine learning chez Amazon. Juste le point de ce qui est important à remarquer, c'est voilà, sur la gauche, vous voyez, il y a 3 points d'entrée. Alors, il y en a un, c'est pour faire des tests, donc on va le mettre de côté. Mais il y a le point noir tout en haut qui dit ingestion de données, et le point bleu, mon petit bonhomme bleu tout en bas, qui dit j'interroge mon modèle. Donc la grosse différence avec ce qu'on a fait jusque-là, c'est ça, c'est que l'ingestion de données, ici, elle est distincte de l'inférence. Donc en effet, ça c'est un cas d'usage dont je n'ai pas parlé, mais typiquement, si vous faites de la maintenance prédictive, par exemple, vous avez un capteur qui envoie des informations en continu, vous n'avez pas forcément envie de faire une prédiction à chaque fois que vous obtenez une nouvelle information. Plutôt, vous allez avoir envie de savoir si la machine risque de tomber en panne, je ne sais pas moi, 2 fois par jour ou toutes les heures, ou quelque chose comme ça. Donc on va séparer les deux. D'un côté, on va avoir l'ingestion de données, de l'autre côté, on va avoir la demande d'exécution du modèle. Si je reprends mon schéma en pâtette, en fait, ça ressemblerait à ça. Donc on voit que ce n'est pas très compliqué à passer de l'un à l'autre. Donc déjà, ça donne l'intuition que notre schéma de départ n'était pas si mauvais, parce qu'on peut l'adapter facilement à un autre cas d'usage. On garde notre predict, alors peut-être que ça pourrait être un get, plutôt qu'un post, parce qu'on n'a plus de données à envoyer. Et en bas, on a maintenant un data stream, un nouvel input pour la data stream, qui peut aller par exemple directement dans la base de données. Donc ça, pour Amazon, c'est aussi un pattern possible. Il y a d'autres patterns. Donc je vous ai dit que nous, on faisait du modèle as service. On peut faire autrement, on peut faire du modèle as dependency. On pourrait faire... donc si on reste en synchrone, si on veut exécuter le modèle à chaque fois qu'on fait un appel, on fait du modèle as service, donc c'est ce qu'on a fait nous. Mais on pourrait imaginer quelque chose de complètement différent, où le modèle a déjà précalculé les prédictions, et au moment où on appelle le service, on n'exécute pas le modèle, on récupère simplement le résultat en base. Donc ça, c'est un autre pattern, c'est le pré-compute. Clairement, le modèle as service, c'est celui qui est le plus répandu, c'est celui qui est le plus utilisé, et qui correspond au plus de cas d'usage. Et puis, dans un monde idéal, on aimerait bien du scaling automatique, ça pourrait être pas mal, si par exemple, on a une mesure du nombre d'éléments dans la file d'attente, et puis scaler le nombre de nœuds de modèles. On pourrait rajouter des features de réentraînement. Alors là, on sort un peu de l'architecture, c'est plutôt de la feature. Là.
On pourrait avoir un système de management de modèles, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs modèles, qu'on puisse mettre des modèles qui tournent en mode shadow, par exemple, pour voir, avant de les vraiment qu'ils soient branchés sur l'application cliente, voir comment ils se comportent. Est-ce que les résultats ils sont cohérents avec ce qu'on a vu en phase de test? On pourrait faire du CI/CD, ça serait quand même pas mal. Qu'on puisse packager le modèle automatiquement et le déployer dans ce système automatiquement. Monitorer les résultats aussi, ça serait bien. Faire de la haute dispo. Tout à l'heure, avec notre load balancer, on voit qu'on n'en était pas trop loin. Il manquerait peut-être des health checks, des choses comme ça. Bref, il y a plein d'autres possibilités. Ça va dépendre de vos use cases et de ce que vous voulez faire. Donc, si je fais un petit résumé, on voit que la communication, c'est important finalement, que les readme entre le data scientist et notre personnage de dev, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Il y a peut-être des contraintes à prendre au moment du déploiement du modèle, parce que ça va avoir un impact sur le déploiement. Et puis, on a vu des interfaces de la généricité avec le wrapper, on a vu du découplage avec le message broker, on a vu de la scalabilité, on a vu les principes de responsabilité unique avec toutes ces briques indépendantes. Je pense que tout ça, ça vous parle. Globalement, finalement, on a fait quelque chose de complètement classique. On a fait une architecture comme une autre, même si on parlait de machine learning et d'intelligence artificielle. Et puis, le petit schéma que je vous ai montré, on a vu aussi que chez Google, chez AWS, et puis sûrement chez d'autres, finalement, ça ressemble beaucoup. Donc, il y a de fortes chances que, même si vous changez d'environnement, si vous êtes sur des plateformes managées ou si vous déployez quelque chose de custom chez vous, vous retrouvez avec un schéma qui soit très proche de ce qu'on a vu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner un feedback, à me regarder sur tous ces pointeurs-là. Et puis, je prends vos questions. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que pour réduire la latence, vous avez envisagé des solutions type Onyx ou autre pour changer l'inférence et l'accélérer, notamment parce que scikit-learn n'est pas optimisé pour faire de la prédiction unitaire, c'est plus orienté prédiction batch. Est-ce que vous l'avez testé? Et si oui, est-ce que ça avait peu d'intérêt ou ça avait un réel gain? C'est une très bonne question. Alors, on l'avait envisagé. Par contre, on ne l'a pas testé. En fait, on s'est rendu compte que simplement, avec les petites optimisations qu'on avait faites, ça suffisait. En fait, on n'est pas... Enfin voilà, on s'est rendu compte que sans faire beaucoup d'efforts, on arrivait déjà à atteindre les 10-30 millisecondes. Et notre objectif, c'était 100 millisecondes. Donc on était déjà sans faire beaucoup d'efforts. Mais par contre, ça faisait partie des choses sur notre liste à regarder. Oui. Mais je note aussi pour plus tard. Merci de me le rappeler. Merci. Du coup, moi, je vais enchaîner. Ma prochaine question, on se voit un peu sur le format Onyx, mais en fait, c'est plutôt sur le format de livraison et la responsabilité au sein de l'équipe. Est-ce que... moi d'expérience, souvent un data scientist va produire son notebook, va le donner à une équipe, et c'est l'équipe qui va, comme elle ne peut pas exploiter le notebook, va refaire l'entièreté du code, l'entièreté de l'infrastructure, etc. Est-ce que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne aussi dans vos équipes, ou est-ce que vous obligez un formalisme, typiquement de ne pas livrer un notebook, mais de livrer un modèle sérialisé déjà, Joblib, Onyx, etc., de livrer un pré-processing qui est aussi sérialisé, et
ou éventuellement ne pas livrer un notebook, mais de livrer du code avec des linters, un GitHub qui suit le même formalisme que les équipes de dev. Alors, je vais juste mettre un petit disclaimer. Moi, je suis dans une équipe de R&D. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de faire de l'IA, mais aussi de tester plein de frameworks, de tester plein de pratiques, etc. Donc, on va dire que notre approche, elle est forcément un petit peu différente des approches des équipes qui font de la prod. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que on demande au data scientist de sérialiser son modèle, en effet. Par contre, de sortir le data preprocessing. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est pas que je fais pas confiance aux data scientists pour faire un preprocessing, c'est que je préfère avoir la main dessus d'un point de vue optimisation. Voilà, si on a besoin de cache, etc. En fait, pour moi, le preprocessing, c'est vraiment la partie traitement de données. C'est indépendant du modèle, du fait de faire de l'inférence, du fait de faire du machine learning. Donc ça, on le sépare bien en deux. Donc on demande aux data scientists de livrer un modèle sérialisé, et sur le pré-processing, on lui demande de nous expliquer très clairement ce qu'il a fait, que ça soit clair, que les données, son format de données en entrée qui est attendu par un modèle, il soit clair. On lui demande d'éviter, par exemple, quand il fait les agrégats, de faire de semaine en semaine, parce qu'au fil de l'eau, ça ne marche pas. Ça, c'est typiquement un cas qu'on a eu. On avait des modèles qui marchaient très bien en test et qui ne marchaient pas quand on les déployait avec ce système-là. On n'avait pas du tout les mêmes résultats, et en fait on s'est rendu compte parce que les agrégats, le data scientist, ils avaient calculé pas sur une fenêtre glissante, mais voilà, une agrégate de semaine, c'était du lundi au lundi. Sauf que quand on fait au fil de l'eau, bah, ça c'est pas logique, quoi. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on essaye d'éviter. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Si, c'est bon, merci. Bonjour. Moi, j'avais une question, justement, en continuation de ce qui a été posé. Comment est-ce que vous faites, du coup, vu que vous reprenez la main sur la partie pré-processing, comment vous faites pour vous assurer que vous remplissez le contrat, pour tester tout ça, finalement, comment est-ce que vous faites? C'est aussi une très très bonne question. Alors, on a plusieurs indicateurs. Encore une fois, on est une équipe de R&D, donc je pense qu'on pourrait faire mieux, que ce soit plus normalisé, standardisé si on faisait de la prod. Donc déjà, on s'assure que, d'un point de vue, sur des jeux de tests identiques, qu'on a les mêmes résultats que le data scientist, d'un point de vue des métriques qu'il utilise, PRAUC, ce genre de choses, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on s'assure, il nous donne la formule, on fait la requête en base, et on s'assure qu'on a les mêmes résultats que lui. Si ce n'est pas le cas, alors s'il y a un petit écart, c'est possible. Par contre, si c'est trop important, on sait tout de suite que ça ne va pas, parce qu'on a utilisé le même jeu de données. Et donc là, simplement, en fait, on va... le pré-processing, au moment de l'inférence, en fait, on va envoyer plein de données sur notre système, et les résultats du pré-processing, on va les stocker en base. Donc ce qu'on va stocker en base, c'est pas seulement la transaction entrante, c'est la transaction entrante plus tous les résultats du pré-processing. Donc on va pouvoir le sauvegarder, et on va pouvoir comparer ça avec le jeu de données, parce que généralement le data scientist, il fait son calcul en mode batch, et puis il a quelque part un fichier de sauvegarde avec tous ses calculs de pré-processing. Et on va pouvoir comparer les deux, voir à quel endroit c'est un problème. Et notamment sur l'histoire des fenêtres glissantes du lundi au lundi, c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Ouais. Bonjour. Une fois que votre modèle est fonctionnel, il répond aux besoins, il est sous les 10 millisecondes ou quasiment en temps réel, est-ce que vous avez besoin de le mettre à jour? Ou est-ce que c'est bon, c'est en prod, on n'y touche plus? Ou formulé autrement, en fait, à quelle fréquence vous devez changer les modèles et pour quelle raison vous le changez, en fait? Alors, c'est aussi une bonne question.
Déjà, alors il y a plusieurs choses. Il y a changer au sens où on va le réentraîner cette nouvelle donnée et changer où on change complètement d'algorithme. Pour le réentraîner, quand on fait de la fraude, les fraudeurs, ils évoluent tout le temps. Enfin, c'est un jeu de chat et souris. Hein. On détecte des patterns. Du coup, les fraudeurs se rendent compte qu'ils ont été détectés, donc ils font autre chose, etc. Donc ça, on est obligé de réentraîner le modèle de façon constante, de façon périodique, pour que le modèle il attrape bien les fraudes qu'on veut attraper. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de monitorer le modèle quand il est en production, pour vérifier que les métriques, les résultats que nous a donné le data scientist, ces métriques à lui, sont bien celles qu'on observe en production, et que tout d'un coup il n'y a pas quelque chose qui arrive qui fait que notre modèle ne marche plus comme on l'attendait. Et ensuite, dans l'idée de changer complètement d'algorithme, alors, en production, je sais pas, mais nous, à la R&D, on a tout le temps des nouvelles idées, donc on a tout le temps envie de tester des nouvelles choses, donc on teste tout le temps des choses complètement différentes en continu. Et puis, si on s'aperçoit que ce qu'on a est vraiment plus intéressant que ce qu'on avait fait l'an dernier, par exemple, on va le discuter avec les équipes de prod, voir s'il y a un intérêt ou si elles sont satisfaites de ce qu'elles ont déjà. Est-ce qu'on a besoin de creuser ou pas? Super, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question au niveau organisation. J'ai cru comprendre que vous travaillez avec les data scientists avec un repo à part et que vous communiquiez beaucoup entre, mais ça veut dire que vous n'êtes pas, par exemple, intégré à la même équipe? Alors, je vais du mal m'exprimer. Si, on est vraiment une équipe mixte. D'accord. Il y a des personnes qui ont un profil dev comme moi et des personnes qui ont un profil data scientist. Il y a plus de data scientists que de devs, puis parfois, mais en fait, les devs se retrouvent à devenir data scientists. Mais on travaille ensemble, puis voilà, comme on est à la R&D, en fait, on a beaucoup de projets, de petits projets qui vont dans tous les sens. On a plein de repos, de plein de choses différentes qu'on se partage entre nous. Mais par exemple, sur un projet comme celui-là, si tu veux le mettre en production, est-ce que vous travaillez dans le même repo ou vous faites un multi-repo dans l'idée que le data scientist fasse son travail de son côté sur son repo et toi, tu reprends ce repo, tu dupliques un petit peu, en gros, et tu travailles sur un second repo, ou c'est vraiment toujours le même repo? Donc, en effet, non, je pense que ça, c'est un point important. De manière générale, quand on parle à nos clients ou on parle aux personnes de notre entreprise qui veulent un modèle de data science pour répondre à un besoin, la première chose que je dis, c'est que j'essaie de clarifier, attention, le modèle et ce qui va faire tourner le modèle, c'est deux choses différentes et c'est indépendant. On peut vous fournir un modèle et si vous voulez, vous pouvez le déployer dans AWS. On peut vous fournir un modèle, si vous voulez, vous pouvez le déployer dans notre solution à nous. C'est possible de faire les deux. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux, donc c'est bien, pour nous, c'est bien des choses qui sont bien différentes. Et ensuite, ce que je vous ai présenté là, nous, on l'a en interne en fait sous forme de solution inner source, c'est-à-dire que on propose ça aux équipes de prod, aux équipes de BU qui sont chez nous. Si ça les intéresse, elles peuvent cloner ce repo avec cette architecture-là et l'adapter si besoin et l'utiliser pour leur projet. Et en parallèle, on fournit le modèle, mais voilà, c'est bien distinct. Ok, merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup.